Chers internautes de l'émission La Roue, bienvenue à ce nouveau numéro. La Roue, il faut le rappeler, une émission qui promeut la gouvernance, le leadership et l'entrepreneuriat. Nous sommes ici au siège de Dynamique mondiale des jeunes, une association qui promeut la bonne gouvernance, le leadership, la citoyenneté, les droits de l'homme. Nous sommes accompagnés de Monsieur Duplex Kwenzo, qui est secrétaire exécutif de Dynamique mondiale des jeunes, pour parler des objectifs de développement durable adoptés par les Nations Unies en 2015. Retrouvons-nous juste après la page en couleur. Encore appelé Agenda 2030 des Nations Unies, les objectifs de développement durable ont été adoptés par les Nations Unies en 2015 pour promouvoir entre autres la réduction de la pauvreté, l'éradication de la faim, la promotion de la santé, une éducation de qualité, la promotion de la gouvernance entre autres. Le Cameroun étant pays à part entière des Nations Unies depuis le 20 septembre 1960 a décidé de mettre en place cela dans sa politique de développement, d'abord dans le cadre du DSCE et ensuite avec la stratégie nationale de développement. Mais l'État lui seul ne peut implémenter cela. C'est pourquoi depuis l'adoption des ODD, les organisations de la société civile s'activent pour pouvoir accompagner l'État dans l'implémentation de cette boussole des Nations Unies. C'est pourquoi le thème qui nous réunit en ce jour est société civile et atteindre les objectifs de développement durable. Pour en parler, nous sommes accompagnés de M. Duplex Kwenzo, qui est secrétaire exécutif de Dynamique mondiale des jeunes. Bienvenue M. Duplex. Bonjour et merci de nous accueillir dans votre émission La Roue. J'ai eu l'occasion de visionner les émissions réalisées dans l'extrême nord, notamment avec les jeunes filles entrepreneurs. Et j'ai été ému de comprendre que la jeunesse, effectivement, prend partie entière pour le développement, notamment dans cette partie de notre pays, le Sahel, où on connaît ces turbulences avec la présence d'une insécurité plurielle, l'insécurité alimentaire et l'insécurité due à l'incursion de Boko Haram. Donc c'est tout un honneur pour moi d'être accueilli par votre émission là. C'est également un honneur pour nous d'être accueillis dans vos locaux ici, les Dynamiques mondiales des jeunes, ici au quartier Mendon, Fou Banane. Ah oui, il faut le rappeler. Nous allons parler des objectifs de développement durable et puisque vous êtes dans la société civile, vous allez davantage mieux agréger les connaissances des internautes qui nous écoutent sur cette thématique-là. Alors déjà, j'aimerais vous poser la question de savoir, pensez-vous que la société civile doit s'impliquer dans l'atteinte des ODD? C'est une question qui revient assez souvent. Et je pense que pour répondre à une telle question, il faut d'abord définir ce que c'est que la société civile. Pour nous autres qui sommes acteurs de la société civile, nous nous considérons comme ces organisations, ces regroupements d'acteurs qui ne participent pas directement à l'exercice d'un pouvoir, c'est-à-dire à l'élaboration des politiques publiques. Cependant, avec l'avènement des objectifs de développement durable qui ont consacré la société civile comme partie prenante des acteurs du développement, nous estimons et nous croyons, cela est consacré dans le paragraphe 39, que les organisations de la société civile sont partie prenante de la mise en œuvre de l'agenda 2030. De ce point de vue, donc, nous avons un rôle éminemment important à jouer dans l'influence des gouvernements pour qu'ils élaborent des politiques publiques qui répondent aux aspirations et aux préoccupations des populations. Pour le faire, on devrait être aussi une force de proposition parce que, étant proche des populations, je ne dirais pas que les gouvernements ne soient pas proches des populations, mais au quotidien, nous travaillons à écouter les populations vulnérables, nous travaillons à écouter ces populations marginalisées dont la voix est difficilement audible lorsqu'il s'agit de prendre des décisions. Une fois que j'ai présenté la situation comme celle-là, vous comprenez qu'effectivement, on ne peut pas porter la voix des acteurs, des populations, et ne pas influencer la mise en œuvre des ODD. Donc, nous travaillons à identifier les problèmes, à formuler des politiques alternatives et à amener les gouvernements
soit à adopter ces politiques, soit alors à mieux mettre en œuvre celles qu'eux-mêmes auraient élaborées. Vous parlez de l'influence dans la prise de décision des gouvernants. Vous êtes secrétaire exécutif de Dynamique mondiale des jeunes. Pouvez-vous nous dire quels sont les ODD sur lesquels votre association travaille pour pouvoir accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de ces objectifs de développement durable? Oui, lorsqu'on regarde aux objectifs de développement durable, on va se rendre compte que c'est 17, mais en fait c'est intégré. Ils s'imbriquent, les ODD. Là, pouvoir faire une scission est parfois difficile, mais il y a des options préférentielles en termes de dosage dans l'intervention. Et ces dosages nous amènent au niveau de Dynamique mondiale des jeunes à travailler sur 4 ODD principalement. Nous avons l'ODD 4 qui voudrait que nos villes et nos sociétés soient ouvertes. Alors, quand on regarde comment l'espace urbain s'élargit, il y a la crainte qu'on n'ait plus des espaces pour l'agriculture ou même des espaces de jeu. Si nous prenons une ville comme Yaoundé et le quartier où nous nous trouvons, notre siège à Mendon, nous allons nous rendre compte que c'est un quartier assez vaste, mais il n'y a pas d'espace pour l'expression des jeunes, les espaces de jeu, les espaces verts, dont la société tend à se fermer et à développer une sorte d'individualisme qui va desservir effectivement le développement, parce que nous devons de travailler dans la solidarité en nous ouvrant les uns aux autres, ce qui va réduire un certain nombre de préjugés. Nous travaillons aussi sur les ODD, l'ODD numéro 11, afin de donner aux jeunes les possibilités d'apprendre. L'école formelle, l'école telle que consacrée par différentes instances, n'est pas suffisant pour que l'homme soit utile pour la société. Il y a d'autres pistes qu'il faut explorer. Et nous essayons donc d'explorer la piste qui permet à ces jeunes qui n'ont pas la chance de se scolariser, de pouvoir apprendre un métier, de pouvoir travailler. Et c'est pourquoi nous parlons d'utiliser le potentiel des jeunes pour le développement. Et lorsqu'on utilise ce potentiel, on n'a pas besoin de connaître que quelqu'un est allé à l'école ou pas. Ça, c'est l'ODD 11. L'ODD 16... Vous avez dit ODD 4. Hey. Vous êtes plutôt inversé. Oui. Ah bon, d'accord. J'ai invité les... Très bien. On pourra le voir. Mais je persiste encore à dire que l'ODD 4, c'est par rapport à l'ouverture, et l'ODD 11, c'est par rapport aux possibilités d'apprentissage. Bon, bref, vous pourriez corriger les numéros. Mais l'ODD 16 qui, donc, parce que 16 et 17, c'est donc véritablement le fondement quand on regarde notre mandat. L'ODD 16 qui voudrait que nos sociétés soient justes, soient équitables, que nos sociétés et nos institutions soient sincères. À cela, nous travaillons pour donner aux jeunes de comprendre qu'avec leur potentiel, ils peuvent participer à leur niveau à la transformation non violente de la société. Et ceci appelle à la justice, à la paix et tout ce qui peut concourir au rassemblement des individus, au rassemblement des personnes, pour qu'il y ait la possibilité de l'exercice d'un pouvoir, mais avec sa contrepartie qui est un devoir de rendre compte. C'est à ce titre-là que les sociétés peuvent être suffisamment intégrées, où les uns et les autres sentent qu'ils ont un apport pour le développement, mais aussi qu'ils profitent de ce développement. Donc des sociétés justes, égalitaires et équitables. Maintenant, on a parlé de la société civile comme partie prenante de la mise en œuvre des ODD. Bien évidemment, cela appelle l'ODD 17 qui est le partenariat. Nous devons travailler en partenariat dans la société, que l'on soit le détenteur d'enjeux de pouvoir ou que l'on soit bénéficiaire du développement. On doit être en partenariat. Ceci permet que, à différents niveaux, l'on construise des cadres d'échange, des cadres de communication, des cadres de concertation où les uns et les autres apportent leur contribution en termes de leur capacité ou de leur potentiel. Donc, ce partenariat ne devrait pas être vu au niveau international seulement. Au niveau local, nous devons travailler en partenariat. Même au niveau des institutions en tant qu'organisation, on doit pouvoir travailler en partenariat. C'est-à-dire ceux qui sont considérés comme la hiérarchie devraient être en partenariat avec leurs collaborateurs et en collaboration ou en partenariat avec les cibles et d'autres acteurs qui interviennent pour leur permettre d'exercer leur mandat. Donc voilà les 4 ODD qui interpellent Dynamique mondiale des jeunes et qui sont, à notre sens, une contribution effective à la réalisation au niveau local du
Cameroun des ODD. Alors vous parlez de 4 ODD sur l'éducation des qualités, sur les villes, sur la gouvernance, la justice et la paix, et sur le partenariat. Un partenariat qui ne se veut pas seulement international, comme on a l'habitude de penser, mais aussi sur le plan local, tant que nous sommes à l'aide de la décentralisation. Surtout. Alors, vous avez axé votre combat sur 4 ODD pour le moment. Nous sommes 2030, c'est dans quelques années, dans 9 ans. Au regard des actions menées sur le terrain, est-ce que vous avez déjà engagé des résultats palpables? Et où les menez-vous? Est-ce que vous avez des lieux spécifiques? Oui. En termes de déploiement géographique de dynamique mondiale des jeunes, nous avons notre siège à Yaoundé et nous intervenons quasiment dans tout le territoire national à travers 2 ou 3 représentations régionales et des points focaux. En termes de représentation régionale, nous sommes basés dans la Damawa et l'extrême nord. Et dans ces 2 régions spécifiquement, notre focus concerne l'intégration socio-économique de la jeunesse, c'est-à-dire leur donner des capacités à pouvoir interagir comme effectivement cet acteur de développement. Vous savez, dans notre société, pour démontrer son défaitisme, on va vous dire, on va faire comment? Et c'est un langage qui, lorsqu'il grandit, on va voir que c'est un aveu d'échec, c'est un aveu d'incapacité. Or, qui est incapable? Tout le monde a un potentiel. Mais comment est-ce que ce potentiel que nous détenons en nous est mis en relief avec les possibilités et les opportunités locales? Donc nous éveillons donc la conscience des jeunes pour qu'ils comprennent qu'à partir du socle local où ils se trouvent et des potentialités dont ils sont détenteurs, ils peuvent faire émerger des actions de développement. Et nous l'avons vu en y travaillant, on s'est rendu compte que plusieurs jeunes n'avaient pas accès au milieu de travail parce que déjà n'existaient pas du fait du déficit des actes de naissance et par conséquent ne pouvaient pas s'établir une carte nationale d'identité, d'où l'impossibilité d'effectuer un déplacement. À ce niveau, voilà des résultats qu'on a pu enclencher. Et dans la lutte que nous avons menée, nous avons été fiers qu'un sujet qui a préoccupé parfois des partenaires internationaux, nous ayons pu travailler en 3 années au point que l'Assemblée nationale ait pris cela en considération comme un sujet important sur lequel il faille trouver des solutions urgentes. Donc nous pensons qu'on a contribué à cet éveil des populations-là, parce que nous avons travaillé à constituer tant des bases de données qui montraient que dans des communes, il y avait des demandes fortes en termes d'établissement des actes de naissance. Et y travaillant, nous ne sommes pas allés, comme nous, Dynamique mondiale des jeunes seulement, nous avons amené les associations de jeunes à inscrire cette problématique des actes de naissance dans leur agenda, dans leur programme d'action, en sorte que si vous arrivez aujourd'hui dans la Damawa, si vous arrivez aujourd'hui dans les communes telles que Moura ou Mokolo, ce ne seront plus les institutions internationales qui vont parler de l'acte de naissance, c'est les citoyens, c'est les chefs traditionnels, c'est les communautés religieuses. Et là, c'est un résultat en termes de partenariat social. Et maintenant, en termes de possibilité d'accès à l'éducation, cela y contribue parce que l'enfant qui n'a pas d'acte de naissance ne pourra pas franchir le seuil du cycle primaire. Et là, nous avons identifié, lorsque nous mettions en place ce projet, rien que dans la commune de Mokolo, 48 000 élèves qui étaient bloqués parce qu'ils ne pouvaient pas aller au niveau du CEPE. Et là, nous avons eu ces statistiques au niveau de la délégation de l'éducation. Par ailleurs, toujours dans le développement du partenariat, nous avons amené les jeunes, notamment les jeunes mototaximens, à se convertir dans d'autres secteurs d'activité parce que la perception que notre société avait des mototaximens, c'était que c'était des délinquants, c'est ceux qui occasionnaient le désordre urbain. Nous avons donc travaillé avec les mototaximens à comprendre qu'ils sont des citoyens qui peuvent contribuer non seulement par rapport à leur activité de mototaxi, mais dans d'autres secteurs parallèles plus durables. Nous avons travaillé donc à ce que les jeunes au niveau de la Damawa, au niveau de l'extrême nord, puissent rentrer soit dans l'artisanat, soit dans l'agriculture. Aujourd'hui, on rencontre qui sont des très grands producteurs. Si vous arrivez aujourd'hui en Gaoundéré, vous allez voir un jeune comme Nana Ousmanou, qui n'est plus seulement un agriculteur, mais il se dit agripreneur. Agriculteur. Il a une terminologie qu'il utilise pour montrer qu'il est entrepreneur dans l'agriculture. Aujourd'hui, il travaille à négocier des partenariats avec des entreprises au niveau de Douala. Voilà un jeune qui n'avait jamais franchi son Adamawa natal, qui est en partenariat aujourd'hui avec des entreprises pour l'exploitation d'un produit qui est peu connu au Cameroun, le tournesol.
il a des bananeraies. Donc voilà comment nous contribuons à la lutte contre la pauvreté indirectement à travers ce renforcement de la jeunesse. Il y a d'autres aspects aussi. La collaboration entre les jeunes et les institutions. Vous savez, la fracture était tellement grande que les opportunités qui étaient offertes par les pouvoirs publics n'étaient pas appréhendées par la jeunesse. Pourquoi? Parce qu'il y a un fossé entre les institutions et les jeunes. Il y a comme une sorte de défiance. Et l'actualité aujourd'hui nous le montre. Quand on vous dit dans notre pays, les citoyens peuvent se mettre en conflit violent, ouvert, parce qu'on voit les bagarres dans la rue, avec ceux qui sont censés les protéger, vous comprenez que l'insécurité risque d'être généralisée. Donc, dans la construction d'une citoyenneté active, nous avons pu rétablir les relations de convivialité entre les jeunes et les différents services auxquels ils ont droit. Et y travaillant, nous amenons les services à comprendre que l'accueil de l'usager est très déterminant pour la continuation de la collaboration. Parce que l'usager, lorsqu'une fois il a été méprisé à la première sollicitation, on dit qu'il n'y a pas une seconde chance pour faire la première impression. Il dégage donc l'impression selon laquelle nos services sont hostiles à la délivrance des services. J'allais dire, nos institutions sont hostiles à la délivrance des services dont les populations ont droit. Du coup, il y a ce sentiment d'exclusion qui peut provoquer donc la radicalisation, l'extrémisme violent, avec tout ce que cela a comme conséquence. Nous avons par ailleurs travaillé à développer des petites unités, n'est-ce pas nous, en tant que DMJ, mais amener les jeunes à développer des petites unités de production. Vous allez vous rendre compte dans l'extrême nord, avec les produits comme l'huile de Nîmes, qui jusqu'alors n'étaient pas répandus. À travers la promotion de l'économie locale, en collaboration avec la commune de Mokolo, on a lancé un concours pour la meilleure idée entrepreneuriale. Mais je vous dis, les jeunes ont émergé avec des idées qui par la suite ont bénéficié des appuis. Je prends cet exemple de cette jeune dame dont j'oublie le nom, qui faisait une production de l'huile de Nîmes, peut-être 1 litre, je ne sais pas, par mois, qui à partir de ce concours, aujourd'hui, a toute une unité de production qui emploie des gens et qui forme d'autres à l'augmentation de la production. Et cela peut se voir sur le marché avec la réduction du coût de l'huile de Nîmes. 1 litre habituellement coûtait 10 000 francs. Aujourd'hui, on peut trouver 1 litre à 5 000. Quand on regarde la loi de l'offre et la demande, on va se rendre compte que quand l'offre est grande, la demande, le prix tend un peu à se réduire. Donc, nous concluons qu'il y a une forte production déjà de l'huile de Nîmes. Donc, voilà quelques résultats que nous pouvons présenter comme cela et qui concourent à faire en sorte que les jeunes qui hier étaient perçus comme le problème, de plus en plus sont perçus comme des solutions ou des parties de solutions. Cela concourt donc à l'intégration que consacrent les ODD en disant que personne ne doit être laissé de côté. Donc nous pensons que, quelle que soit la petite expertise du citoyen, quel que soit le lieu où il se trouve, cette expertise devrait être capitalisée dans la réalisation des ODD. Et vu dans le contexte de la décentralisation, donc, nous essayons de créer des plateformes où on peut avoir la possibilité d'une rencontre entre l'offre de services et la demande de services. D'abord en termes de services publics, mais aussi en termes de services privés. Parce que les entreprises dans nos différentes communes, parfois ne sont pas visibles. Et c'est ce qui va faire que les jeunes sont tentés de migrer vers la ville, là pour être une main-d'œuvre fragile, vulnérable. Pourtant, si on consacre l'exploitation de l'économie locale, au lieu de migrer vers la ville, le jeune peut rester dans la localité, développer un secteur ou une spéculation en termes de production agricole vers l'approvisionnement des entreprises qui sont en ville. On peut citer plusieurs cas. Il y a les brasseries qui doivent consommer du maïs. Mais comment est-ce que nos communautés peuvent s'organiser pour que la production locale soit visible, soit optimale pour servir la demande des brasseries? Nous pouvons citer même l'huile, l'arachide, avec cette huile qui pour moi est une huile essentielle, de très bonne facture, mais qui est très peu consommée au bénéfice
des huiles raffinées qui, ma foi, ne sont pas toujours favorables au développement d'une santé dans un environnement où on voudrait une main-d'œuvre efficace. Donc, il y a un ensemble de résultats qui seront perçus dans le long terme, mais à court terme, sur le plan du changement de mentalité, on peut l'avoir obtenu parce que n'oublions pas que le meilleur investissement, c'est le mental, c'est l'investissement dans l'humain. Vous travaillez à la transformation positive de la société à travers la formation du capital humain qui commence déjà par la construction d'une identité propre à travers les actes de naissance, carte d'identité, la formation et également la collaboration entre les institutions et les jeunes, car on a souvent l'impression qu'il y a une sorte de distance entre les institutions et les jeunes. Et l'idée que l'on a de ces institutions n'est pas toujours la bonne. Vous avez d'ailleurs pris l'exemple du cas des affrontements réguliers entre les citoyens et les forces de sécurité qui sont censés nous protéger. Alors nous sommes arrivés au thème de cette première partie d'émission. Nous allons faire une courte transition pour écouter les lectures de mail et revenons juste après. Salut chers internautes, bienvenue une fois de plus dans la rubrique La lecture de mail. Je suis heureuse de vous savoir connectés et à l'écoute de cette lecture. Aujourd'hui, nous allons parler de la société civile. Qu'est-ce que c'est que la société civile et quelles sont ses fonctions? Alors, mise en avant par les grandes organisations internationales comme l'ONU, la société civile désigne l'ensemble des associations à caractère non gouvernemental et à but non lucratif qui agissent comme groupe de pression pour influencer les politiques gouvernementales dans un sens favorable aux intérêts de ceux qu'elles représentent. Il s'agit donc de l'auto-organisation de la société en dehors du ou parallèlement au cadre institutionnel, politique, administratif ou commercial. Voici les formes d'organisation de la société civile. Il existe plusieurs formes d'organisation de la société civile. Elles ont toutes comme caractéristique commune l'autonomie, l'autorégulation ou l'autodiscipline, le volontariat et la solidarité, ainsi que différentes valeurs démocratiques fondamentales, liberté d'opinion, liberté de se réunir, etc., considérées comme base de l'organisation. Les forces les plus connues de l'organisation de la société civile sont les clubs ou associations, les syndicats, les initiatives de citoyens, les groupes d'entraide et mutuelle, ainsi que les organisations à but non lucratif et les organisations non gouvernementales. Par ailleurs, voici quelques fonctions de la société civile. 1. La fonction de protection. La société civile a le devoir de procurer la liberté aux citoyens et à les protéger de l'arbitraire étatique. Ainsi, les organisations de la société civile s'occupent par exemple de vérifier les projets politiques concernant la sécurisation des droits fondamentaux du citoyen et dans le cas d'une infraction, d'attirer l'attention et de prendre des dispositions pour réagir contre cette infraction. La protection en particulier des minorités et de leurs droits fait également partie de cette fonction. 2. La fonction de contrôle. Souvent, on appelle aussi cette fonction la sécurisation de la liberté par la négative. Elle est très dépendante de la fonction de protection puisqu'il s'agit ici de l'observation et du contrôle du pouvoir politique. 3. La fonction de participation. Il s'agit ici de la socialisation démocratique et participative des citoyens. On peut également la décrire comme étant l'exigence d'une excellence en matière de culture politique. Voilà, chers internautes, comment est-ce que la société civile est organisée et comment est-ce qu'elle contribue au développement de la société à travers les quelques fonctions que je viens d'énumérer. Retrouvons-nous la semaine prochaine dans la prochaine rubrique. Bye bye!
retour ici au siège dynamique mondial des jeunes pour continuer notre échange avec M. Duplex Quetzop, qui est secrétaire exécutif du Dynamique mondiale des jeunes. Nous parlons des ODD de la société civile. En première partie d'émission, nous avons parlé du rôle de la société civile, du rôle du DMJ dans la mise en œuvre des ODD, des résultats engrangés jusqu'ici. Maintenant, nous allons un peu parler des obstacles. Quels sont les obstacles rencontrés par DMJ dans la mise en œuvre des ODD? Est-ce qu'il faut peut-être appeler ce que nous rencontrons comme obstacle ou préoccupation? Je préfère dire les préoccupations que nous rencontrons. Et l'une des préoccupations essentielles, c'est les outils de mesure des réalisations des ODD. Nous aurions souhaité, en tant qu'organisation de la société civile, utiliser les mêmes outils que les pouvoirs publics parce que nous y contribuons. Mais là, on n'a pas l'impression qu'il y ait un cadre où effectivement on s'accorde sur les outils. Cela a été certes élaboré, mais il y a ce décret d'appropriation. Comment est-ce que le citoyen lambda s'est approprié ces ODD de sorte qu'au niveau de la commune, l'on puisse savoir que tel indicateur des ODD est en train d'être réalisé et que tel acteur puisse apporter donc ces éléments de contribution à la capitalisation de ce qui est en train d'être atteint. Au niveau de nos communes, nous n'avons pas l'impression que les ODD, c'est une affaire qui les concerne. D'abord, peu de personnes sont au courant. Peu de personnes sont au courant. Et c'est ça le malheur de nos politiques publiques. Parce que les politiques publiques, elles peuvent être bonnes comme elles le sont, mais lorsqu'elles ne sont pas appropriées par les populations, ça soulève une double préoccupation. La première, c'est celle de comment elles ont été élaborées. Si c'est des politiques qui ont été élaborées juste par des grands experts qui, à travers des séminaires faits dans des milieux UP, vous comprenez qu'il y a des connexions. Maintenant, lorsque c'est même élaboré par ces personnes, comment est-ce qu'on communique autour? Et c'est le rôle essentiel de la communication. Et c'est pourquoi nous pouvons féliciter une émission comme La Roue qui va à la rencontre des acteurs pour permettre que l'on puisse faire savoir le savoir-faire qu'on a déployé. Vous voyez un peu cette rime? Faire savoir le savoir-faire qu'on a déployé et même le savoir dont on dispose. C'est essentiel pour le développement. Donc il faut que nous rentrions dans la communication pour le développement et non rester essentiellement à la communication institutionnelle. Malheureusement, c'est cette communication-là qui prévaut actuellement dans la mise en œuvre de l'agenda 2030. Il n'est question qu'au niveau des communes, au niveau des plus petites unités à l'intérieur des communes, l'on soit en mesure de discuter des ODD. Parce qu'en fait, qui va attester de la réalisation des ODD? Pour moi, ce n'est pas les rapports qui sont produits. C'est le sentiment, c'est la perception que le citoyen a de ce qu'il s'épanouit mieux qu'avant. Pour moi, c'est ça la meilleure source de mesure de la réalisation des indicateurs. Si c'est des gros agrégats macroéconomiques, nous courons le risque de faire une appréciation qui soit contraire aux aspirations des populations. Donc c'est le premier niveau. Maintenant, quand j'ai évoqué ce niveau-là, vous comprenez que nous avons de la peine à pouvoir apporter nos éléments de contribution à qui agrège les réalisations. Donc, parce qu'il y a absence d'appropriation au niveau de la base, parce qu'il y a absence d'outils communs, il devient difficile. Ce que nous faisons, nous produisons des rapports, parfois sans connaissance du destinataire, pas que nous ne connaissions pas le destinataire, mais c'est que, est-ce que le destinataire accueille toujours ces rapports dans l'optique de les exploiter? Je dirais non, parce que très peu de rapports au niveau déconcentré, parlant des services déconcentrés de l'État, très peu discutent des rapports avec les populations. Si on peut se féliciter de ce qu'aujourd'hui, de plus en plus, l'administration, quand je parle de l'autorité administrative, c'est les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs, véritablement sont en train de faire une mue. Parce qu'on voit comment leur collaboration avec les populations s'améliore. Avec d'autres acteurs, comment ça s'améliore. Mais il n'en est pas de même pour d'autres services maintenant déconcentrés de l'État qui ont même mal à partir à collaborer avec les communes. Figurez-vous, dans un contexte de décentralisation, qu'une commune ne soit pas capable de bénéficier de l'expertise d'un sectoriel. Parce que le sectoriel voudrait soit être rémunéré, soit, en tout cas, ne se sent pas être au service de la commune
ça pose un problème de la réalisation des ODD. Et ça, c'est des obstacles qu'il faille rectifier. Donc il faut un service public local. Il faut un service public local pour que les communes puissent effectivement travailler avec toutes les ressources mises à leur disposition par les pouvoirs publics, par les gouvernements. Donc les services déconcentrés devraient jouer ce rôle d'acteurs qui, autour des autorités administratives et des collectivités territoriales décentralisées, rassemblent, agrègent et évaluent la réalisation des ODD. Alors, ayant relevé tous ces obstacles, pensez-vous que le Cameroun est sur la bonne voie dans l'atteinte des objectifs de développement durable? Je veux me limiter à deux indicateurs. Le premier, c'est l'indicateur de sécurité. Là, dans un contexte d'insécurité humaine, il est difficile de dire qu'on tend vers une bonne réalisation des ODD. Il faut être honnête pour le reconnaître. Pourquoi? Parce que la plupart des situations d'insécurité que nous rencontrons, je veux parler de l'insécurité au sens propre du terme, c'est-à-dire au sens sécuritaire, mais je veux aussi regarder l'insécurité du point de vue alimentaire, je veux regarder l'insécurité du point de vue des changements climatiques. Souvenez-vous que l'inondation n'est plus une affaire seulement de l'extrême nord, à Maga, mais Yaoundé, voilà, et plusieurs autres coins. Donc il y a une insécurité humaine qui tend à se généraliser. Nous avons vu les éboulements de terrain de Gouaché, nous avons vu les effondrements de terrain au niveau de la Ménois, on a vu des inondations plurielles. L'insécurité alimentaire, si hier les conditions climatiques du fait de la sécheresse ne permettaient pas que dans l'extrême nord on puisse cultiver, ces années, c'est plutôt les pluies qui abondent au point qu'on ne puisse pas récolter ce qu'on a cultivé. Donc il y a comme un cycle autour des insécurités qui semble grandissant. Maintenant, le potentiel de production, avec les guerres qui se déroulent au niveau de l'extrême nord et celles qui se déroulent au niveau du nord-ouest et sud-ouest, qui étaient quand même des grands bassins aussi de production, on se rend compte que cela devient difficile à réaliser. Et maintenant, avec le fameux Covid qui de plus en plus essaie de restreindre j'allais dire, l'effectivité de certaines potentialités, il est difficile pour nous, en 9 ans, de présenter des résultats probants. Il est difficile, à moins qu'il y ait un sursaut extraordinaire. Et là, on ne va pas faire l'économie d'autres constats qui sont universels, à savoir le coût de réalisation de nos services. Si je m'en tiens à l'organisation de la CAN, qui a été différée plusieurs fois, sans que les infrastructures ne parviennent à être mises en place, et avec un coût exorbitant, on dit, est-ce que l'efficience y sera, même si on présente des résultats élogieux, est-ce qu'il y aura l'efficience? Parce que dès lors qu'il y a mauvaise utilisation des ressources, il y a un effet réducteur des résultats. Donc, dès que le coût est élevé, il y a effet réducteur parce que l'économie budgétaire qu'on aurait réalisée aurait été investie dans un autre secteur où on a le plus besoin. Et si on regarde maintenant la construction du capital humain, on va s'interroger à savoir comment est-ce que toutes les ressources humaines au Cameroun sont exploitées. Est-ce que la diaspora suffisamment contribue? Je dirais, il faut mettre un point d'interrogation quand on regarde comment cette diaspora est divisée avec, d'une part, la base, d'autre part, les patriotes qui s'entrechoquent. Du coup, on perd la définition d'un repère commun. Donc, et lorsqu'il n'y a pas une convergence de vision, il y a forcément division de vision et on ne peut pas progresser de façon productive vers la réalisation des résultats escomptés. Donc, si on comprend bien, il y a le Cameroun fait face à une crise sécuritaire, une crise sanitaire, une crise alimentaire. Il faut d'ailleurs rappeler que les régions les plus pauvres au Cameroun, selon le rapport du SNDTRAN, la première région est la région de l'extrême nord, 74%, suivi de la région du nord, 67%, suivi de la région du nord-ouest, qui est en crise actuellement, 55%, et la quatrième région la plus pauvre au Cameroun est la région de la Damaro avec 45%. Et il faut ajouter à ça le niveau de scolarisation. Voilà, qui est également très bas et qui, même si lorsqu'il y a scolarisation, elle n'est pas de qualité, comme vous voyez le DD numéro 4, éducation de qualité. On compte sur DMG, on sait que DMG va accompagner l'État, et également toutes les autres associations de la société civile vers l'implémentation des ODD. Avez-vous un dernier mot à dire à la jeunesse camerounaise qui nous écoute?
Alors, à la jeunesse camerounaise, nous disons de faire attention avec certains discours politiques qui tendent à présenter la jeunesse comme le fer de lance de la nation. Lorsque nous empruntons au langage de la sidérurgie, vous êtes fer, vous n'êtes pas encore lance. Et pour pouvoir accéder au statut de lance, il vous faut passer par un processus de transformation. Et la transformation semble tellement lente que la jeunesse finit par rouiller sans être transformée en lance. Donc nous leur disons, il est question de prendre son destin en main dès maintenant en exploitant autant que faire se peut le potentiel dont on dispose. Il ne s'agit plus aujourd'hui d'être un acteur de travail parce qu'on est dans un bureau, mais d'être un acteur de développement parce qu'on sait exploiter le potentiel qui est en soi par rapport aux opportunités qui se présentent dans notre environnement. Et parlant d'opportunités, il y en a plusieurs. Il consiste seulement, ou alors il nous revient seulement en tant que jeunes, de regarder qu'est-ce qui est faisable à partir des petites connaissances dont nous sommes détenteurs et avec qui nous pouvons le faire, en bâtissant des ponts, d'abord au sein de la jeunesse et ensuite avec d'autres acteurs de développement. La jeunesse peut émerger et être non pas le fer de lance, mais le lanceur de fer. Merci. La jeunesse ne doit pas être le fer de lance de la nation, mais le lanceur de fer. C'est par cette belle citation que nous allons conclure cette émission qui nous a permis d'agréger nos connaissances sur le rôle joué par la société civile et en particulier DMJ dans la tête des ODD. Nous vous disons merci d'avoir accepté de nous recevoir dans les locaux de DMJ, mais également d'avoir accepté notre invitation, tout en espérant que la prochaine fois vous serez disponible pour davantage donner des conseils à la jeunesse camerounaise. Lionel, c'est moi qui vous dis merci et je vous garantis que chaque fois que vous nous adresserez une sollicitation, nous ménagerons notre emploi du temps pour nous rendre disponibles parce que votre action est encouragée sur toutes les actions portées par la jeunesse. C'est ça la participation à la réalisation des objectifs de développement durable parce que vous faites une communication pour le développement. Donc, merci et vous direz merci à toute votre équipe que nous trouvons assez professionnelle et assez dévouée à son travail. C'est ces qualités-là que nous demandons que la jeunesse épouse. Merci pour ces mots d'encouragement. Nous sommes arrivés au terme de cette émission qui a bénéficié à la supervision de M. Théophile Zele Kamga, à la coordination de tickets des jeunes pour l'impact social et l'association Numa Info Development. Nous avons eu à la caméra Edith Laure Marcounier. Quant au micro de présentation, je suis Lionel Mouaga. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour un autre numéro.